Euh, donc voilà, l'Ukraine, bon, il y en a certains qui me disent oui, c'est aussi une forme d'indépendance vis-à-vis de la Russie. À choisir, ouais, voilà, c'est toujours la même. Est-ce que l'Ukraine, elle a une voie, oui, libre, ni la Russie, ni l'OTAN? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose à creuser entre nous, quoi. Te pas as-tu des nouvelles du bouquin en préparation de Vincent Lapierre sur Chavez? Non, pas encore, mais dès que ce sera opérationnel, bien sûr, on invitera Vincent Lapierre avec grand plaisir. Il se peut même qu'on le réinvite plus tôt que ça, parce que ça bouge beaucoup au Venezuela, et on tient à comprendre un peu, voilà, qu'on nous décrypte un petit peu aussi cette situation. Pareil, on voit pas mal de fausses images circuler sur le Venezuela, ben, comme on a vu hein, sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur la Libye. À chaque fois, c'est le même scénario, la même technique. On fait circuler via les médias des images compromettantes, des images qui symbolisent comme ça soit un événement, soit qui caractérisent, vous voyez, une scène bien précise. Et ça sert hein, on va dire, d'exemple hein, comme ça, de médiatique, hein, qui est porté voilà, partout pour faire, voilà, ça sert d'outil de propagande, quoi, pour servir les causes d'un objectif qui est toujours le même, de ternir en fait une des deux parties et de victimiser l'autre, voilà, sans comprendre le fond des choses. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment en tout cas le fondement à chaque fois de la politique et de la manœuvre des autorités de l'OTAN quand il s'agit de faire une révolution colorée quelque part. À chaque fois, donc c'est bien ternir complètement, complètement l'épreuve. Alors on me demande si Timochenko mérite sa peine de prison. Alors moi, ce que j'ai su hein, dessus, alors peut-être que vous avez certainement peut-être d'autres informations, moi je sais pas, mais moi j'ai su on en avait parlé en plus ici, on avait fait une émission, mais c'était hein, dans les débuts de Méta TV, avec Thierry Messant, on en avait parlé de cette égérie de la révolution orange, qui effectivement est assez trouble, parce que voilà, comme nous explique Alain, l'entretien des liens aussi avec Poutine, et en même temps elle a des liens assez proches avec les Occidentaux. Il paraît, voilà, si elle a été en prison pour certaines malversations, c'est parce qu'elle avait trempé, elle et tout son clan, un peu, ce sont des oligarques, hein, vous savez, c'est une famille très riche qui a aussi pris le pouvoir sur l'Ukraine. Donc, que dire, est-ce qu'elle est coupable ou pas? Bon, ça, je ne sais pas vraiment, hein, mais à juger de ce qui se passe en Ukraine, on a l'impression de voir cette situation qu'on a connue au moment de l'effondrement de l'URSS, hein, donc cette espèce de situation post-soviétique où il y a eu un passage violent donc de ce monde soviétique, communiste, complètement figé, centralisé, on va dire, étatisé au possible, à l'ultra-néolibéralisme, hein, donc le libéralisme, comme vous l'avez très bien décrit, donc un libéralisme sans frontières, sans limites, sans règles, hein, on bascule tout d'un coup dans l'économie de marché la plus violente, donc d'un système, j'ai presque envie de dire, d'un extrême à l'autre. Et dans ce système, à chaque fois, on a vu une petite poignée de personnes s'accaparer un peu les restes d'un pays en décomposition, puisque bon, l'Ukraine, comme l'Union soviétique, à partir du moment où on est tombé dans la révolution, il y a eu clairement une petite minorité, une petite élite qui a pris le pouvoir hein, et qui clairement a profité de cet affaiblissement de l'État pour à son tour prendre de la puissance en s'accaparant comme ça les grandes sociétés publiques et les grands secteurs de l'économie. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est un peu en train aussi de revivre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en Ukraine? Il y a aussi un souci au niveau des églises orthodoxes. Il y a eu un schisme en 92-95. Il y a pour l'instant deux camps dépendant du patriarcat russe à l'est et au sud, et ukrainien à l'ouest et au centre, dont dépendrait Yushchenko. Voilà.
les soucis de hiérarchie. Il y a aussi un mauvais souvenir de la Russie communiste et sa façon de gérer les denrées à l'époque. Ce conflit, ça remonte. C'est Sam Suffit qui dit ça. Oui, parce qu'il y a eu un grand conflit, oui, en Ukraine. On a forcé l'Ukraine étant aussi, alors comme l'a rappelé Alain, un endroit où était concentrée effectivement l'industrie russe, donc de très haute technologie, il l'a rappelé sur les tanks, l'armement, les fusées, etc. Mais également, vous savez, l'Ukraine, c'est le grenier aussi, hein, puisque ce sont les grandes plaines, les terres arables d'Ukraine, la terre noire d'Ukraine, très célèbre, hein, pour faire pousser le blé, l'Ukraine étant le grenier à blé, évidemment, de la Russie. Et pendant la révolution russe, on sait que les soviétiques ont littéralement, on pourrait parler quasi de génocide au niveau des paysans ukrainiens qui ont été forcés de donner leur récolte, hein, alors qu'ils allaient finir par mourir de faim eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé évidemment pour soutenir l'effort de révolution. Et donc on garde un très très mauvais souvenir évidemment de cette période où des millions d'Ukrainiens ont trouvé la mort pour cause de famine, non pas qu'il n'y eut pas assez de blé, mais certainement qu'il eût fallu les donner aux autorités soviétiques qui venaient de toute façon le réquisitionner. Hein. Ils réquisitionnaient absolument tout. Et donc cette fracture euh, avec effectivement cette histoire, elle a mené jusqu'à la fracture aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, où une partie, oui, des Ukrainiens étaient clairement du côté des Allemands. Hein. D'ailleurs, comme dans les pays baltes, hein, vous le savez, dans les pays baltes, on commémore hein, cette épopée SS, cette épopée avec aux côtés des Allemands, desquels ils se sentaient plus proches que les Russes. Bah, voilà, écoutez, c'est l'histoire, hein, c'est pas à savoir, il faut pas apporter de morale dedans, faut voir les faits tels qu'ils se sont déroulés. Alors, je n'ai pas vu beaucoup les Anglais prendre position en Ukraine. Quelqu'un a des infos. Oui, on les entend pas trop sur cette histoire. Ils se font un peu plus discrets, on va dire. Hein, à part bon, les Américains, mais ils sont toujours à la manœuvre, vous savez. Et puis l'Angleterre est empêtrée, je pense, dans des problèmes intérieurs hein, qui doivent la ronger, comme eh ben, ce référendum sur la sortie de l'Union européenne, qui, vous le savez très bien, est en discussion. Il y a également comment on appelle ça, le, euh, la partition de l'Écosse, puisque l'Écosse aussi demande son indépendance, et donc certainement un référendum à venir pour cette année. Ça fait vraiment un peu beaucoup de choses à gérer au niveau des problèmes intérieurs. En tout cas, l'Angleterre a certainement des chats à fouetter en ce moment. Alors, on nous dit la stratégie de choc de Friedman pour l'ex-URSS, RAF 54. Oui, c'est un peu ça, exactement, la stratégie du choc. Tout à fait, un changement de régime et il est à parier malheureusement que pour les Ukrainiens, ce soit un avenir sombre qui s'annonce parce que intégrer l'Union européenne, même si ça peut paraître dans un premier temps très une idée comme ça, très enjouée, hein, on a envie de dire, les Ukrainiens vont accéder à ce fameux stade et au fameux niveau de vie tant convoité des pays d'Europe de l'Ouest. Mais les Ukrainiens ne semblent pas très informés sur la situation réelle de l'Union européenne. Évidemment, la classe politique ukrainienne, elle, doit compter, doit encourager le fait que l'Ukraine appartienne à cette union, puisqu'ils vont récolter par derrière toutes les subventions européennes qui vont leur permettre on sait très bien, de se développer et puis de capter la manne. C'est ce qui s'est passé en Grèce, puisque tous ces marchés publics font l'objet à chaque fois de commissions occultes parallèles qui sont clairement, il faut le dire, de la corruption. Et donc cette corruption, entretenue hein, par l'Union européenne, ça fait évidemment le bonheur de la classe politique locale. Vous vous rendez compte que évidemment tous ces gens-là sont forcément très européistes et très enjoués de rejoindre l'Union européenne. Hein, des milliards payés bien sûr par des pays comme nous, hein, un deuxième contributeur, avec également les Allemands ou les Hollandais, hein, qui paient énormément, voilà, qui ont des contributions négatives, hein, absolues hein, avec l'Union européenne. Et donc voilà, ces subventions européennes qui servent
à développer. Alors, ça dépend, vous savez, il y a plein de programmes. Souvent, ce sont des programmes, on développe, on paye la police, on paye certaines infrastructures qui vont servir bah, tout simplement à asseoir cette autorité. Et puis, vous savez, c'est un piège. Hein. C'est un peu, c'est le même principe que pour un crédit. Vous êtes ensuite lié. Hein, puisque ces gens-là vont donner ensuite tout ce qu'il leur reste de souveraineté pour accéder à ce club. Hein, on se rappelle tous cette image du député hongrois qui avait quitté l'Assemblée en Hongrie avec le drapeau de l'Union européenne qui jette par la fenêtre parce que justement il exprime son mécontentement et la dictature imposée par la Troïka et par les différents organismes qui ont voulu bah voilà, dicter à la Hongrie sa politique hein, en expliquant que la Hongrie devait donner un peu, voilà, toutes ses souverainetés dans tous les domaines, en particulier dans le domaine financier. Et c'est bien ça que certains hommes politiques qui ont un peu de bon sens voilà, reprochent hein, à cette Union européenne. C'est tout à fait normal. Alors, il y a Jacques qui dit ne prenez pas mal les gars et les nanas, mais cette façon de tout ramener aux religions nuit au débat. Quand Salbert Ali l'invité, ok, mais sur l'Ukraine, oui, c'est vrai que des fois il faut rester un peu dans le débat. J'avoue qu'on s'est un peu égaré avec Alain sur le truc des Lumières. Moi, je n'ai fait que rétorquer à vos propos, mais Alain, il est assez virulent et vous l'êtes aussi. Mais bon, je pense que ça, de toute façon, ça doit rester un débat et je suis pas du tout, voilà, dans la vision qu'il faille, au contraire. Ne pas apporter le débat, c'est tout le contraire. Je pense que c'est tout à notre honneur de mettre en avant une pluralité d'opinions, y compris celles qu'on ne partage pas. C'est ça le premier des honneurs. Alors, vous me dites, là, 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 ce que les gens appellent éveil, c'est un instinct anthropologique qu'ont tous les peuples en ce moment, l'humanité étant en danger et davantage avec une conscience de classe développée. Eh bien certainement, peut-être qu'il y a une conscience il y a une véritable éveil de conscience qui se fait de façon générale, parce que, comme le rappelait si bien Patrick Burel-Steenas en alchimie, puisque tous les éléments sont liés hein, par la matière, et que c'est la même chose avec la pensée, qui est elle-même une forme de matière, beaucoup plus abstraite, mais ô combien complexe, mais on sent qu'il y a cette connexion entre tout le monde, et que les choses changent. À partir du moment où, en fait, justement, j'ai envie de dire presque, vous savez, c'est comme dans l'histoire de Matrix. Il suffit qu'il y en ait un qui change et ça change tout le monde. Ah, c'est ça, c'est très bien vu dans Matrix quand on voit tous les esprits connectés les uns avec les autres. Et en fait, s'il y en a un seul qui commence à déconner, ça bouge tout le reste. Ben, vous voyez, c'est presque de l'alchimie. Donc, c'est-à-dire que cette matière de la pensée, puisqu'elle est en train d'évoluer, elle est en train de se muter, de se transformer, d'énormément bouger, eh ben, elle bouge tout le reste. C'est inévitable. C'est inévitable. Et les changements ne sont peut-être pas encore perceptibles, sont peut-être pas encore visibles. Mais moi, je parie, alors là, mes deux mains sur la table, que les changements, on les verra sur la décade à venir, qui seront énormes. Il va y avoir une transformation totale. C'est évident. Alors, après, de savoir dans quel sens, parce que nous avons nous sommes à l'orée des chemins avec les deux sens de proposition. Soit on abat définitivement, effectivement, ce système capitaliste, et puis donc on en a fini des deux grandes idéologies, et on revient vers quelque chose déjà qui ressemble à ramener, on va dire, de l'humanité, hein, justement, dans le projet, parce que pour moi, même quand on parle de projet national, c'est ramener quelque chose à une dimension humaine, parce qu'un projet mondial, non, justement, on prend tout le monde. Non, les communautés humaines, on sait que ce sont c'est comme ça, ce sont aussi des petites communautés qui grandissent, etc. Mais c'est important qu'il y ait une histoire et une cohésion. C'est ça qui fait l'équilibre. Et donc, pour revenir ou alors, justement, ça va être le deuxième chemin qui est la destruction totale, la dictature absolue, le monde du troisième millénaire tel qu'on vous le vend et qui est une horreur absolue. Il ne restera plus qu'à peut-être s'envoler au fin fond, au Tibet, au Bhoutan ou dans quelques terres épargnées encore par le nouvel ordre mondial.
mais ça va être de plus en plus difficile de lui échapper. Alors, sait-on si vraiment l'Ukraine a manifesté en faveur de l'entrée en Union européenne? C'est ce que les médias nous laissent croire en tout cas. Bah, c'est ce qu'on nous laisse croire, c'est-à-dire qu'il y a une volonté en tout cas de mettre du désordre là-dedans. L'Ukraine, elle était prise vraiment à la gorge au niveau financier, puisqu'il fallait qu'elle rembourse sa dette, hein, comme tout pays. Et donc, plutôt que faire un défaut de paiement, elle avait trouvé qu'il eût été un peu normal de négocier avec l'Union européenne des droits de douane et certains accords pour que l'Union européenne puisse lui octroyer ce prêt, hein, de quelques milliards qui lui aura permis de se renflouer. Et puis au dernier moment, il y a eu une proposition en fait des Russes pour contrer cette proposition de l'Union européenne et proposer voilà, un autre marché. Et c'est là que tout a commencé aussi avec des manifestations, etc. Et tout était bien planifié pour faire un espèce de bordel organisé qui a duré 6 mois et qui se solde par, eh ben, par un coup d'État véritable, hein. Donc là, ils ont vraiment le chic, hein, de ces révolutions oranges, on peut dire, et de cette façon de renverser les gouvernements. En tout cas, l'OTAN a vraiment on va dire ils ont vraiment ce pouvoir et ils nous démontrent à chaque fois. Bon, des fois ça foire, hein, faut pas non plus faut quand même garder espoir, mais on voit qu'ils sont très forts parce qu'ils y arrivent quand même, ils arrivent quand même à leur fin. Voilà, bien que ce soit une guerre en plus contre la Russie, hein. Donc c'est énorme quand même ce qui est en train de se passer. En même temps, on peut comprendre les Ukrainiens, ils sont déjà fait piller par la Russie lors de cette grande famine, pas encore par l'Europe, et pas sûr qu'il y ait un bloc pour rattraper l'autre. C'est Sam Suffit qui dit ça. Oui, toujours, bah oui, peut-être qu'ils voient à court terme en plus l'histoire voilà, de ces subventions européennes, hein, qui leur seraient pas désagréables dans un premier temps, et puis d'appartenir à ce club. Finalement, ils ont créé une élite mondiale, hein, l'élite des pays alors parce qu'il y a les pays de l'Union européenne, puis ceux qui ne le sont pas. Puis quand vous n'y êtes pas, il y a deux raisons. Soit il y a quelques pays riches qui n'y sont pas, puis on ne vous en parle jamais, et puis les autres, vous n'avez pas les critères pour y entrer. Et bon, bien que les critères, hein, ont tendance à devenir, hein, de moins en moins exigeants, puisqu'on fait rentrer un peu n'importe qui. Et du point de vue de l'Ukraine, ça paraît évident que c'est alléchant quand même comme proposition de se dire, ah bah oui, on va avoir de l'argent, on va être dans ce club très fermé, l'Union européenne, on va basculer dans les pays riches. Hein, il suffit de voir, si vous voyez, moi je travaille dans les aéroports, je peux vous dire que les touristes de l'Est, hein, de l'Europe, ne cessent de vous brandir sans cesse leur appartenance à l'Union européenne dès que vous leur demandez un document d'identité. Parce que pour eux, ils se sentent agressés, humiliés, offusqués, hein, si on leur réclame de justifier leur identité. Et leur premier argument, mais c'est typique, jamais par exemple un Italien ou un mec d'Europe de l'Ouest ne vous dira ça, ah, mais j'appartiens à l'Union européenne. Il s'en fout, il va vous parler à la limite de droit, de machin, vous dire, jamais il vous sortira cet argument-là, absolument jamais. Alors que les pays de l'Est, pour eux, alors c'est vraiment, mais c'est flagrant, quoi. Hein, vous savez, un Polonais, un Tchèque, un Slovaque, alors j'appartiens à l'Union européenne, j'appartiens. Vous voyez, c'est une espèce vous savez, un peu comme si il y a on pourrait dire une espèce de gratification sociale, et bien là, ce serait un peu la même chose, mais à l'échelle d'un pays. Donc, les pays du club de l'Union européenne seraient des pays d'un certain standing, et donc les habitants bénéficieraient d'un certain droit supplémentaire, puisque appartenant à ce club quand même très fermé. Et, euh, et donc les gens de l'Est revendiquent, c'est vrai, sans cesse, cette appartenance qui, pour eux, est un ascenseur vers le haut, vers aussi, vous savez, ces pays ont été souvent, faut bien le dire, à travers le XXe siècle, un peu, j'ai pas envie de dire mis à l'écart, mais d'une certaine façon, euh, ils ont été voilà, dénigrés, puisqu'ils n'ont pas connu un développement aussi important donc, que les pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, sous le joug soviétique, il y avait moins de liberté d'expression, de liberté publique. Pas tellement plus que ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est ça qui est assez
assez énorme dans le paradoxe, parce qu'on nous montrait, vous savez, ces dictatures absolues de Budapest, etc. Puis on voyait des flics dans la rue qui frappaient les manifestants. J'ose dire qu'ils n'ont rien à envier à toutes ces images qu'on voit aujourd'hui en Europe de l'Est, avec ces mêmes flics qui frappent sans vergogne des manifestants, des mères de famille, et on vit un état policier de dictature qui n'a peut-être pas grand-chose à envier finalement à ces anciens satellites de l'URSS. Et ces pays-là ont toujours on va dire, dans leur logiciel, et c'est normal depuis l'effondrement du mur de Berlin, d'accéder au stade de développement des autres pays européens, de ces pays d'Europe de l'Ouest. Et enfin, et en plus, c'est pour ça qu'ils sont très sensibles à ce discours d'unité de l'Europe, etc., etc., etc. Des choses qui, vous savez, sont éculées maintenant côté Ouest, puisque côté Ouest, on est déjà passé à une autre phase. Donc, vous voyez, c'est ça qui est fou. En plus, on veut faire, c'est le monde toujours dans ce monde inversé, on veut faire l'Union européenne, alors même qu'en Europe de l'Ouest, les pays veulent en finir de cette Union européenne, je parle des peuples en tout cas, beaucoup de citoyens se réveillent, il y a des mouvements partout, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout des mouvements se lèvent pour que les pays reprennent leur souveraineté nationale et qu'on en finisse avec ces institutions de Bruxelles, alors qu'à l'Est, on a encore un peu ce mirage, vous voyez, un peu, ça me fait penser, vous savez, le décalage qui peut exister entre la France et les États-Unis, qui a à peu près, on va dire, à peu près 10 ans de décalage à chaque fois entre les événements et les phénomènes, et comment on appelle ça, l'Occident, on va dire, le pays d'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, et où il y a également un phénomène de décalage des phénomènes. Et donc, le phénomène qui est justement le rejet de l'Union européenne qui est en Europe de l'Ouest n'est pas encore arrivé jusqu'en Europe de l'Est. Ils en sont encore dans la phase d'avant, la phase justement plutôt d'acceptation et de dire que c'est pas mal. Eux trouvent en plus un intérêt immédiat et un intérêt visible, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs des pays d'Europe de l'Ouest, mais au moins au niveau des pays d'Europe de l'Est, puisqu'on va leur payer des nouveaux 4x4 pour la police, la nouvelle école ceci, la nouvelle école cela, puis en plus, vous savez, l'Union européenne connaissait le principe, il y a toujours le drapeau, etc., c'est bien marqué partout, que c'est bien l'Union européenne qui paie tout, donc ils y voient quand même un intérêt immédiat à cette appartenance et bénéfique immédiatement. Ils ne voient pas les conséquences à long terme. Bien qu'il y ait quand même des résistances, parce que on sait que voilà, dans certains pays, comme voilà, je vous ai expliqué ce qui se passe en Hongrie, etc., il y a des petits réveils qui sont en train de se faire. Et finalement, vous voyez, en plus avec Internet, tout ça s'accélère. Et peut-être bien que même à l'Est, bientôt, ils vont très vite rattraper la mentalité de l'Ouest, en tout cas pour ce qui est de leur véritable vision de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je donnais l'exemple de ce député hongrois, qui est quand même assez symbolique, parce que même en France, on n'a pas vu un député avoir les couilles de faire ça. Parce qu'on attendrait de ça aussi de certains députés qui se prétendent résistants, qui se prétendent les porte-paroles tout sans cesse de la dissidence. La vraie dissidence, justement, ce sont des gens qui vont faire des actes comme ça qui sont complètement impolitiquement corrects. Je veux dire, ils vont prendre le drapeau de l'Assemblée nationale, ils vont le jeter par la fenêtre. Voilà un acte de dissidence pour un député, hautement symbolique. Après, ou aller faire des rodomontades comme ça dans l'hémicycle, oui, en fustigeant les uns et les autres, d'accord. Mais ça, c'est pas vraiment une forme de dissidence, si je puis dire, au sens réel de la dissidence, puisqu'à un moment donné, il faut aussi violer parfois certaines règles pour déclencher certaines réactions. Même si, voilà, je veux dire, jeter un drapeau de l'Union européenne, euh, vous deviendrez un héros, monsieur le député, si vous faites ça. Je m'adresse aux députés qui nous écoutent, en tout cas, s'il y en a. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le génocide par la faim en Ukraine a été occulté dans nos cours d'histoire, alors qu'il a causé plus de morts durant le Shoah, c'est RAF 54. Oui, bon, on va pas faire encore une polémique du nombre de victimes et de la victimisation, mais il semble que oui, il y a eu des millions et des millions de morts sur ce génocide par la faim. Ça a été assez terrible. Alors, l'ethnos ukrainien
Après exister à la construction difficile ou trop brève de son État national et souverain, les frontières actuelles sont le résultat des calculs cyniques de Staline, qui a utilisé les réalités ethniques réuniant des populations ukrainiennes au sein de la grande patrie du socialisme pour accroître son territoire et légitimer le déplacement des frontières vers l'ouest, Galicie, Volhynie, Ruthénie, Subcarparite, Bucovine du Nord. Il a opéré de facto ce rassemblement des terres ukrainiennes qui avait été tenté le 22 janvier 1919 avec l'Union de la République populaire ukrainienne. Voilà. Et ben voilà, bon bah Nasrallah Panagon est toujours très érudit sur ce genre d'informations. Et ben voilà, ça éclaire bien le débat de toute façon qu'il y a eu on a réuni peut-être des gens, oui, qui c'est pas une nation. Voilà, encore une fois, une construction née d'une volonté politique extérieure. Donc c'est encore quelque chose effectivement qui reste à découvrir, hein, à savoir qui, qu'est-ce que pensent les Ukrainiens de tout ça. Parce que ça, c'est ce qui me paraît la réponse qu'on a le moins. Alors, l'Ukraine s'embrase, quelles sont pour vous les répercussions directes pour la France, s'il y en a? Bah, je ne sais pas s'il y en aura directement pour la France, hein, étant donné que la France, à l'heure actuelle, elle est complètement soumise à la politique de l'OTAN, de Washington. Hein, nous sommes de simples valets, hein, on n'intervient plus, on n'est pas acteur, on est acteur de rien du tout, on nous dit ce qu'il faut dire et on va là où on nous dit d'aller, on fait ce qu'on nous dit de faire. Donc à partir de là, on a un peu la marionnette, hein, dans les mains de, pardon, dans les mains de l'Empire. Je pense que les conséquences pour la France, c'est que si effectivement, il y a une confrontation qui s'engage, alors c'est ce que Alain Benajam, lui, disait qu'il n'y croyait pas trop à cette confrontation, il pense plus à une façon de montrer les gros bras. Mais la confrontation directe, vous savez, chacun y perd énormément, c'est énorme, une confrontation directe. Alors, ils sont capables, hein, mais je sais pas. Une confrontation directe avec la Russie, oui, là, nous mettrait très mal, si j'ose dire, surtout nous. On n'est pas très loin. Alors, qu'est-ce que je me dis encore? Alors, l'OTAN cherche l'affrontement avec la Russie, mais ça, les historiens à la solde ne le diront jamais. Ouais, il y a toujours cette question de l'OTAN derrière, mais j'espère bien que dans l'histoire, c'est pour ça que ces témoignages resteront, j'espère bien, dans en tout cas l'historiographie populaire, j'espère que l'OTAN aura été, dans notre époque, une force maléfique, absolument maléfique, hein, qui a apporté le chaos absolument partout sur la planète, et surtout, hein, il faut le préciser, à partir de l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est précisément à la fin de l'Empire soviétique qu'on a vu la puissance de l'OTAN évidemment se décupler. On a assisté à un redéploiement, puisque les pays anciennement du pacte de Varsovie maintenant sont tous intégrés à l'OTAN, hein, je veux dire. Voilà, il ne reste plus que l'Ukraine, on a échappé à la Géorgie, puisque Poutine, vous savez bien, a mis son veto absolu. Hein, il a été catégoriel là-dessus, il était même prêt, je me souviens de ses propos. Alors ça, ses propos, en plus, étaient fabuleux à l'époque, parce que les propos étaient cachés par les grandes chaînes françaises, mais ils étaient diffusés sur, vous savez, les médias russes. Et sur les médias russes, on voyait Poutine qui menaçait l'OTAN, clairement, qui disait, l'OTAN, s'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Et puis on avait dépêché Sarkozy vite fait, qui était parti à Moscou pour essayer d'éteindre l'incendie, parce que c'était très, très extrêmement tendu. Et à ces moments-là, moi je pense que c'est plutôt la Russie qui monte les crocs, parce que si l'OTAN veut répliquer, elle peut. Elle peut dire, bah oui, écoutez, il veut la guerre, Poutine, il en a ce stade-là, bah ok, ils ont qu'à faire comme avec la Libye, on va faire des frappes aériennes contre la Russie et tout. C'est pas pareil, hein. De toute façon, c'est la Russie, donc pas. C'est pour ça que je dis, on a beaucoup à perdre des deux côtés, et je pense que la défaite serait beaucoup plus humiliante pour les Américains, et pour l'OTAN, justement. Puisque l'OTAN se prétend, dans l'imaginaire, hein, euromondialiste, une puissance invincible. Hein, la plus grande puissance du monde, puisque les États-Unis, vous savez très bien, leur méga budget qui n'égale même pas le budget de tous les pays de la planète. Donc, bon, c'est de la folie, de toute façon, on n'avait jamais vu ça. Hein. Il faudrait presque faire une loi, on parle souvent
de mondialisme, bah, peut-être une loi mondiale pour limiter les budgets militaires à un moment donné, parce que là, c'est quand même assez de la folie qu'il y a un pays. Alors, vous savez, ceux qui jouent à Civilisation, ils connaissent très bien le principe. Hein, construisez des armées, mais là, c'est plus possible. Il y a un pays qui ne fait que construire des armées, et puis son but, bah, il envahit tous les autres. Hein. Parce que quand vous avez une armée comme ça, que vous dépensez 800 milliards dans une armée, c'est pas pour la laisser dans des casernes et la laisser pourrir et laisser vos avions dans les parkings. Ben non, une armée, elle est rentable. Ben, vous savez très bien, il faut la faire, il faut la faire travailler. Et c'est quoi faire travailler une armée? C'est faire envahir des pays. Donc, il y a une espèce de logique implacable. Les États-Unis, s'ils investissent autant dans, dans le budget militaire, c'est bien parce qu'ils ont un projet de domination totale par derrière. Mais c'est une évidence. Et ce projet de domination ne tient parce qu'évidemment, on le sait, tout ça est payé par le dollar, qui est la monnaie de singe et qui est imposé dans les rapports financiers, qui est imposé en monnaie de réserve, imposé dans les échanges pétroliers. Tout tient à ça. Donc tous ceux qui veulent du pétrole, et tout le monde veut du pétrole, est obligé de payer en dollars, parce que vous ne pouvez pas les payer autrement. Et si vous voulez des dollars, vous payez la dette extérieure américaine qui ne cesse de gonfler, de gonfler, de gonfler, de gonfler, de gonfler. Hein, voilà, comme il disait Alan Greenspan, hein, la dette américaine, c'est nous qui la contrôlons, mais c'est votre problème. Tu vois, voilà. Donc c'est le problème de la planète. Donc c'est comme ça, c'est ça le système américain, c'est le système de l'Empire. Hein, et le système de l'Empire, de l'OTAN, il n'y a pas tellement moyen voilà, il faut s'y attaquer de front. C'est pour ça que la sortie de l'Union européenne, c'est essentiel, parce que c'est un électrochoc. Alors peut-être ça leur plaira pas, ils vont réagir, je sais pas, mais c'est commencer à détricoter eux aussi, comme ils essaient de détricoter la France, bah, c'est utiliser un peu leur technique et dire, bah, nous aussi, on va détricoter aussi votre ordre mondial de la même façon. Alors, un quand même, j'ai envie de dire, c'est le pygmalion absolu de l'ordre mondial, l'Union européenne, c'est-à-dire la réunion de pays qui se sont fait la guerre, de pays qui ont des cultures, des langues différentes bien établies, qui n'ont jamais souhaité faire d'union depuis des milliers d'années, et puis qui se retrouvent, ou alors par la force, hein, parce qu'il y a toujours eu, quand on a parlé d'union, ça a été la volonté de un seul d'imposer sa loi à tous les autres. Et là, on parle donc de cette Union européenne, évidemment, et qui, si elle fonctionne, servira de tremplin et de modèle à toutes les autres formes d'économie et d'organisation politique sur la planète. A contrario, si elle éclate, ce sera un signal fort, je pense, pour les autres puissances de la planète. En plus, il y aura toujours, vous savez, ces mondialistes qui vont vous dire, mais attendez, vous voulez éclater l'Union européenne au moment même où il y a l'Union africaine, au moment même où il y a l'Union asiatique, au moment même où il y a l'Union américaine, etc. C'est toujours ce même argument, hein, le même poncif, on le connaît, pour justifier cette appartenance absolument absurde à cette construction qui nous tient pieds et poings liés et nous empêche, hein, d'agir de quelque façon que ce soit dans aucun domaine, que ce soit politique, économique, financier, et tous les politiciens nous enfument là-dessus parce que ça devrait être quand même un des centres de leurs préoccupations, l'action politique. Hein, comment vous pouvez promettre que vous allez changer quelque chose si vous n'avez même pas le pouvoir, les moyens entre vos mains quand vous allez occuper la place que vous briguez. C'est quand même énorme, c'est pas possible. Comment quelqu'un il peut aller comme ça, se présenter dans une élection, nous expliquer qu'il va occuper un poste, qu'il va faire ci et ça, alors qu'on sait pertinemment, pour qui s'informe, que ces pouvoirs-là ne sont pas entre ses mains. Donc ça, c'est un mensonge absolu. Et ce mensonge de toute la classe politique française, il est temps de le débunker, il est temps de le mettre au grand public, de le mettre à jour. Voilà. On parle de philosophie des Lumières, peut-être bien que c'est la vraie révolution des Lumières qui commence, on va mettre les Lumières sur les bonnes personnes. Alors, Mister Quenel, il nous a mis à addiction à la fin des temps. Bon, ok, ça, vous voulez absolument parler religion. Alors, Zinzen, le nouvel ordre mondial n'est-il pas en train de dessiner les gros contours de l'Union européenne à terme pour mettre chirurgicalement en place la régionalisation de l'Europe? Les découpages grossiers des continents sont de plus en plus flagrants. C'est Zinzen. Ouais, c'est exactement le plan qui continue. Voilà, tout à fait le plan de... c'est marrant, c'est la synchronicité, voilà, c'est ce bloc continental et l'Union européenne, de toute façon, c'est l'exemple
de ce qu'ils veulent faire, puisque on parle, vous savez, on parle d'Union européenne, mais vous savez qu'ils ont des plans pour intégrer jusqu'au Kazakhstan, on parle de mettre l'Azerbaïdjan, c'est de la folie, leur Union européenne, c'est de la folie.